les grands titres qui seront développés dans cette nouvelle édition. L'hommage de la principauté aux victimes de l'attentat survenu le 14 juillet à Nice. L'ouverture du tunnel descendant depuis 15 h lundi. Les automobilistes peuvent l'emprunter. L'équipe de Coupe Davis de Monaco se maintient dans le groupe 2 de la zone euro-africaine. Monaco a battu l'Égypte 3-1. Nous reviendrons sur le meeting Hercules 2016, l'un des derniers grands rendez-vous pour les athlètes avant les Jeux Olympiques de Rio. Et pour débuter ce journal, ces images tournées lundi à la mi-journée à Monaco. La principauté, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice et par solidarité avec la France, a observé 1 minute de silence. Vous le voyez sur ces images devant le palais princier, devant le ministère d'État ou bien encore à proximité de la cathédrale. Le prince Albert II et le ministre d'État Serge Tell étaient quant à eux à Nice lundi à la mi-journée pour prendre part à cette minute de silence aux côtés des autorités françaises mais aussi aux côtés des familles de victimes. Récit d'Alexandra Pani sur des images de Serge Prémont. En fin de matinée, la foule commençait à se former sur la promenade des Anglais. Ils étaient des milliers d'anonymes à vouloir rendre hommage ce lundi aux 84 victimes de l'attentat du 14 juillet. Rose blanche à la main ou encore drapeau en berne, chacun était venu avec son symbole pour marquer sa solidarité. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement sur Nice. Le footballeur d'origine niçoise Hugo Lloris, mais également le prince souverain et le ministre d'État de la principauté. Le cortège officiel était emmené par Manuel Valls, accompagné de nombreux responsables politiques français, dont la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le public a fait connaître sa colère à l'égard du gouvernement français par des sifflets et des huées à l'arrivée et au départ du Premier ministre. Peu avant midi, le temps semblait s'être figé devant le monument du centenaire. Aux morts ! Après un premier temps de recueillement, des coups de canon ont marqué le début de la minute de silence. La foule a alors applaudi pendant de longues secondes avant de se recueillir à nouveau. Le public a ensuite entonné une émouvante marseillaise. L'hymne français a résonné sur la promenade des Anglais pour marquer la fin de cet hommage. Et à Monaco, un dispositif de sécurité particulier a été pris quelques heures après l'attentat survenu à Nice. Il a maintenant été réaménagé. Le conseiller de gouvernement, ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, a tenu une conférence de presse lundi après-midi pour en préciser les modalités. Il est interrogé par Émilie Rousseau. Lorsque se passe un drame comme celui que nous avons connu dans la nuit de jeudi à vendredi, bien évidemment, il y a un manque d'informations, beaucoup d'incertitudes, et donc on met en place un dispositif immédiatement, et un dispositif exceptionnel pour rehausser de manière très importante le niveau de surveillance et de vigilance. Depuis, nous avons échangé des informations, recueilli des éléments de manière à pouvoir un petit peu mieux comprendre et cerner les phénomènes. Et ceci nous amène aujourd'hui donc
près de 3 jours après le drame, a considéré qu'il n'y a pas de menace particulière sur la principauté, il n'y a pas de risque singulier, même si, bien évidemment, la principauté ne peut pas être considérée comme isolée, extérieure à tout ceci, mais il n'y a pas de menace particulière, et donc nous allons réadapter effectivement le dispositif d'une manière un peu différente pour continuer à assurer un haut niveau de sécurité, un haut niveau de surveillance, mais dans des conditions différentes que celles que nous avons mis en œuvre depuis 3 jours. Vous l'avez dit, pas de menace sur la principauté, néanmoins vous appelez à la vigilance de tous. Oui, parce que on le voit bien, que des événements peuvent surgir de manière très, je dirais, improbable, et que la vigilance de tous est sans doute l'un des meilleurs moyens pour avoir une capacité de réaction très rapide. Donc il faut effectivement que tout le monde ait une certaine vigilance, fasse preuve d'une certaine vigilance, que les établissements publics regardent de manière peut-être un petit peu différente que par le passé les clients, les personnes qui rentrent, et que tout élément un peu singulier, curieux, inhabituel fasse l'objet d'une signalisation, de manière à ce que les personnels de la sûreté publique qui seront présents de manière conséquente sur le territoire puissent intervenir le plus rapidement possible pour ne serait-ce que lever le doute, ce qui est toujours un élément très important. Vous le savez, en principauté, suite à l'attentat de Nice jeudi, plusieurs manifestations ont été annulées ou reportées. Le tunnel descendant, notamment, devait être inauguré en fin de matinée lundi par le prince souverain. L'inauguration a été reportée, mais le tunnel, en revanche, est bien entré en service à 15 h lundi après-midi. Quelques heures auparavant, une bénédiction s'était tenue à l'entrée du tunnel. Écoutez Olivier Lavagna, le directeur des travaux publics. C'est un jour important pour la principauté dans cette attractivité et l'accessibilité. C'est un ouvrage structurant qui vient se rajouter aux autres, la dorsale, les autres tunnels, pour donc cet accès à la principauté au secteur de Fontvieille. Le tunnel entrant qui, par son flux, j'ai annoncé jusqu'à 13 000 véhicules par jour, dont 1500 poids lourds, hormis les matières dangereuses, va donc faciliter cette entrée à la principauté. Donc c'est 4 ans et demi de chantier. Beaucoup plus en termes d'études, avec un tunnel qui a tenu compte de l'incident du Mont Blanc, donc qui en termes de sécurité intègre toutes les données d'un tunnel moderne, donc une galerie de secours de toute sa longueur, des usines aux 2 extrémités, et parce que en plus un tunnel descendant en termes de sécurité c'est plus difficile à dimensionner. Donc c'est un jour important donc pour lequel était prévue une cérémonie avec une centaine d'invités d'autorités françaises et monégasques. Mais dès vendredi matin, après les tragiques événements de Nice, la décision a été prise de la partie inaugurale de la reporter. Ça sera en septembre. Pour autant, et je tiens d'ailleurs à féliciter tous les intervenants, les travaux étaient terminés jusqu'au dernier moment. Ça a travaillé encore ce week-end, mais je pense que ça y est, tout est prêt. Et donc je voulais d'ailleurs féliciter tous les intervenants. C'est donc pour mon service qui porte ça, mais avec tous les maîtres d'œuvre intervenants, les concessionnaires, les bureaux d'études, les services de l'administration. Un jour important, effectivement. Et quelques jours avant l'ouverture aux véhicules du tunnel, les sapeurs-pompiers de Monaco ont mené un exercice de simulation d'accident. Tout a été fait pour permettre d'évacuer le plus rapidement possible des automobilistes bloqués en cas d'accident dans le tunnel Albert II. Vanessa Dessier et Sylvain Peroumal ont assisté à cet exercice. Vous sortez la victime, les gars. Et vous sortez la victime, on est dans la niche de suite. Voilà. Dans la niche. Chef de garde 1, le chef de garde 2 part.
Une cinquantaine de pompiers s'étaient livrés à un exercice de crise quelques jours avant l'ouverture du tunnel Albert II. Pendant une partie de la soirée, les équipes de secours ont rempli scrupuleusement leur rôle, mettant en cause un accident de voiture. Dans le scénario, un feu s'était de plus déclenché sur le véhicule en question. Le scénario, on reproduit un accident de circulation, un véhicule avec des personnels à l'intérieur, des blessés et surtout l'événement redouté qui est le feu de voiture dans un tunnel. L'objectif de l'exercice, c'est de simuler un accident de la circulation dans le tunnel Albert II pour tester le dispositif de secours de sapeurs-pompiers sur ce type d'ouvrage qui est nouveau en principauté. Même si des tunnels, nous en avons beaucoup en principauté, celui-ci est avec de nouvelles dispositions constructives et donc nécessite une nouvelle doctrine d'engagement des moyens de secours. Nous avons installé un véhicule avec un appareil qui génère de la fumée synthétique, donc qui n'est pas chaude mais qui permet de produire un réalisme à l'opération et on déclenche la chaîne des secours au travers des équipements qui sont à l'intérieur du tunnel. Et ça nous permet d'être préparés, alors prêts je ne sais pas, mais en tous les cas préparés à un événement dans ce type d'ouvrage. Équipé de l'ensemble des éléments de signalisation et de sécurité réglementaire, le tunnel Albert II est doté de 8 abris anti-feu tous les 200 mètres environ. La galerie qui emmène l'air frais située à gauche de la voie constitue un cheminement pour l'accès des secours et l'évacuation des usagers en cas de problème. Cette galerie piétonne d'environ 85 mètres de long relie le tunnel montant Régnier 3 à la mi-parcours. D'importants extracteurs d'air permettent de confiner les fumées sur un périmètre restreint pour ensuite les évacuer rapidement. Ce système d'évacuation, il est basé sur le cantonnement des fumées avec 2 batteries d'accélérateurs à chaque extrémité. Vous avez 3 accélérateurs de chaque côté qui permettent de cantonner les fumées sur 400 mètres. Et là, on a une extraction massive sur les 400 mètres où on extrait 600 mètres cubes de fumée à l'aide de 2 usines de ventilation qui se situent à chaque extrémité du tunnel. Et là, c'est une réussite qui est parfaite. Même tous les essais qui ont été faits de désenfumage avec à l'heptane ou avec des fumées chaudes, on a eu une réussite complète au niveau de l'installation. Le tunnel Albert II est dorénavant ouvert au public. L'inauguration officielle en présence du souverain a été reportée au vu des récents événements. Et découvrons à présent toute l'actualité en bref et en images. La Fondation Prince Albert II de Monaco s'associe au lancement de la campagne en Chine du WWF, campagne intitulée Stop Buying Ivory. Chaque année, 30 000 éléphants sont braconnés pour leur défense. Le lancement de cette opération a eu lieu au Salon Monaco, au cœur de la capitale chinoise. La Fondation Prince Albert II de Monaco entend ainsi convaincre les Chinois de ne plus acheter d'ivoire. Une exposition sur les espèces en danger se tient actuellement au Salon de Monaco, à l'initiative de l'ambassade de la Principauté en Chine. Le but de l'opération Stop Buying Ivory est de prendre l'engagement public de ne plus acheter d'ivoire en postant ce message sur les réseaux sociaux afin d'inciter le plus grand nombre à faire de même. Retour à Monaco où le président du Conseil national, Christophe Steiner, a reçu vendredi le sénateur des Français de l'étranger, Christophe Frassa. À ses côtés, le conseiller national, Marc Burini. Nous allons maintenant ouvrir le chapitre sportif de cette édition. Les tennismen monégasques ont réussi à se maintenir dans le groupe 2 de la zone euro-africaine de Coupe Davis. Ils ont battu dimanche l'Égypte 3-1. Retour sur les 3 journées de rencontre. Nous les avions quittés à la veille du week-end à égalité 1 partout. Monaco et l'Égypte ne seront pas allés au bout du suspense. C'est la Principauté qui a remporté le bras de fer. Dès samedi déjà, Monaco avait pris l'avantage grâce à une belle et plutôt facile victoire de la paire Arnaud-Balré. Sans avoir à trop batailler, les 2 tennismen se sont imposés en 3-7, 6-1, 6-2, 6-2 face au double égyptien composé de Cherif Sabri et Mohamed Safwat. Oui, c'était très important pour nous de tourner à 2-1 après ce double. C'était essentiel. Souvent en Coupe Davis, les équipes qui commencent le dernier jour en menant au score vont souvent au bout. Donc c'est ce qu'on avait à cœur de faire. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, après le double, on avait quand même une dynamique positive, quoi. Monaco avait donc un sérieux avantage psychologique avant la dernière journée de match.
Benjamin Balleré était opposé au jeune Youssef Hossam et après un premier set disputé mais remporté par l'Égyptien 6-4, Benjamin Balleré a su reprendre la main pour s'imposer en 4-7, 4-6, 6-1, 6-1, 6-1. Victime d'une blessure à la jambe, Youssef Hossam n'a finalement pas pu opposer de grande résistance face à un Benjamin Balleré très concentré et ne lâchant aucun point. C'est vraiment une compétition à part, la Coupe Davis. On a une chance incroyable de pouvoir représenter un pays comme Monaco. Donc voilà, quand on joue en équipe, c'est des émotions énormes. C'est pour ça que l'année dernière, c'était encore plus fort parce que c'est encore plus dur. Mais voilà, c'est vraiment une victoire d'équipe et les gars ont été fabuleux en dehors du court. Ils ont mis une ambiance. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand on met une ambiance comme ça, je préfère qu'il y ait moins de monde, mais qu'on entende les gars à chaque point, c'est fabuleux. Il n'y aura donc pas eu besoin de jouer un 5e match. Monaco l'emporte 3-1 face à l'Égypte. L'enjeu était important. Grâce à cette victoire, la Principauté se maintient dans le groupe 2 de la zone euro-africaine. Les rencontres devraient reprendre au début de l'année prochaine pour la belle et vaillante équipe de tennismen de Monaco. À Monaco, terre de sport, autre événement sportif international qui s'est tenu en Principauté, le meeting Herculis 2016. Lors de cette soirée au Stade Louis II, les athlètes français notamment ont prouvé qu'ils étaient en bonne forme avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio au mois d'août. Faisons le point avec Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Herculis est, on le sait, idéalement placé au calendrier des compétitions sportives organisées cette année à quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio. Le meeting aura servi de test pour de nombreux athlètes et notamment les Français qui étaient engagés à l'image des hurdlers. Le champion d'Europe en titre, Dimitri Bascou, termine deuxième de ce 110 mètres haies en 13 secondes et 12 centièmes derrière Ortega. Le champion de France en titre en profite pour signer à Monaco son record personnel. Ça fait vraiment plaisir de porter les couleurs de l'équipe de France à haut niveau et de savoir que ça fait plaisir à tous ceux qui me regardent. Leur faire plaisir aussi au niveau de l'apport d'une médaille, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de médaille sur 110 mètres haies. On a eu de très grands coureurs, mais on n'avait pas de médaille au championnat d'Europe depuis 30 ans déjà. Donc je pense que pour les Français qui me suivent, c'est super satisfaisant. Et voilà, moi ça me fait plaisir et ça me donne encore plus envie de me dépasser. Également aligné sur cette course, Pascal Martino-Lagarde, tout juste de retour de blessure, le Français réalise son meilleur chrono de l'année, 13-17, à croire que Monaco lui porte bonheur pour sa deuxième participation. C'est de bon augure, c'est sûr, parce que les dernières courses que j'ai faites n'étaient pas forcément fameuses. Et aujourd'hui, le chrono descend et ça met en confiance pour les Jeux Olympiques. D'autant plus que je considère que ce n'est pas une course parfaite. Il y a encore des détails à régler. On le voit beaucoup, j'appelle ça descendre à la cave dans les deux, trois premiers intervalles. Ce qui fait un lancement pas top. Mais après, je trouve que j'ai fait un gros boulot sur la fin de course. Mon point fort, et c'est là qui est très intéressant et que je dois conserver pour Rio. Christophe Lemaitre revenait lui aussi de blessure et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est rassuré au Stade Louis II en améliorant son meilleur temps de la saison et en terminant deuxième de ce 200 mètres devant le champion d'Europe en titre. Ça va bien. Fin de course difficile. J'ai eu du mal à garder ma vitesse tout le long. Comme je dis, j'endors, donc ça avait du mal à garder la fréquence, à garder les genoux hauts. Mais sinon, ça allait bien. Le virage était correct. Sortie du virage, j'arrive à recharger de rythme pour essayer de réaccélérer. Mais je pense que même là, ça pourrait être meilleur, donc c'est perfectible, donc c'est bien. Maintenant, il faut juste travailler la fin de course, qui est difficile, pas techniquement, mais physiquement, où c'était dur. J'étais beaucoup lactique, donc c'est difficile. Voilà, j'ai réussi à travailler ça et je pense que ça ira mieux, quoi. Les Français auront donc soigné leur chrono lors de cette 9e étape de la Diamond League, tout comme le monégasque Brice Etes qui réalise lui aussi son meilleur temps de la saison, 1:48,73 sur 800 mètres. Je savais que j'étais en jambes, que j'étais bien. Aujourd'hui c'était pas facile, je suis quand même avec les meilleurs mondiaux. Pour une fois je finis vraiment pas loin du groupe. Donc je suis content, je suis satisfait, même si c'est pas encore un record. Ça reste le meilleur temps de la saison, puis le meilleur sera à suivre.
Impossible en effet de s'enlever cette échéance des Jeux Olympiques de Rio de la tête. Certaines courses d'ailleurs avaient des allures de finale olympique. On pense par exemple aux 1500 mètres où les meilleurs étaient au rendez-vous. Voilà pour l'actualité sportive, place aux prévisions météo. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Mardi, journée comparable aux précédentes, beaucoup de soleil, peu de vent. Mercredi, soleil et rares nuages, un temps calme et une chaleur de plein été. Jeudi, augmentation de la chaleur, temps assez largement ensoleillé malgré la présence de quelques nuages. Et puis vendredi, chaleur lourde, soleil gêné passagèrement par les nuages. Faible tendance orageuse provisoire, sans changement du temps notable. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition, l'hommage de la principauté de Monaco aux victimes de l'attentat survenu le 14 juillet à Nice. Le prince Albert II s'est rendu à Nice où il a pris part à la minute de silence en mémoire des victimes. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info.